Alors, étant donné qu'on parle de traumatisme et d'adaptation complexe au traumatisme psychologique, peut-être que nous pourrions commencer par définir le traumatisme. Qu'est-ce que le traumatisme et en particulier, qu'est-ce que le traumatisme complexe? Oui, merci Florence. Et bien évidemment, cette question est tellement cruciale. Je pense qu'avant de définir le traumatisme, je me disais qu'on pouvait peut-être revenir en arrière de quelques pas et parler de troubles de l'attachement, perturbations de l'attachement qui sont souvent les bases sur lesquelles les expériences traumatiques vont pouvoir se produire. Et je pense que très fréquemment, ce sont ces perturbations-là dans l'attachement qui nous rendent très vulnérables aux expériences de stress post-traumatique. Voilà, donc peut-être qu'on pourrait parler de de la base très importante dans la relation d'attachement, n'est-ce pas? Si nous avons une base sécure, un fondement sécure, c'est ainsi que nous pouvons apprendre à réguler nos émotions quand nous sommes nourrissons et bébés. Et comme John Bowlby en parle, cette base est là pour apaiser le système nerveux lorsque nous sommes perturbés, contrariés, fatigués ou affamés en tant que bébé, ou qu'il nous faut, ou que quelqu'un doit venir nous changer nos couches. Et quand notre système nerveux est dysrégulé ainsi, au fil du temps, le système nerveux apprend à se réguler parce qu'il a reçu la co-régulation d'une autre personne, car il a été consolé et réconforté et a vu ses besoins satisfaits dans le cadre de cette base sécure, d'attachement sécure. Mais comme nous le savons, nos patients traumatisés souvent n'ont pas eu cette base sécure. Et il ne s'agit pas ici de reprocher quoi que ce soit à quiconque, mais nous savons que beaucoup de personnes qui se sont occupées des personnes traumatisées dont nous nous occupons ensuite ont souvent également été des personnes traumatisées et n'ont pas pu donner de base d'attachement sécure à leurs enfants. Et ils se sentent souvent très coupables de cela, mais car lorsque la base d'attachement sécure n'est pas présente, étant donné que la personne qui s'occupait de l'enfant n'a pas réussi à être présente psychologiquement parce qu'elle était dissociée, peut-être parce qu'elle consommait des drogues elle-même pour apaiser et calmer sa détresse émotionnelle intolérable, et pour cette raison-là ne pouvait pas être présente psychologiquement avec l'enfant, alors cette base sécure sera absente. Et au fil du développement du nourrisson, eh bien, son système nerveux n'apprend pas à se réguler quand il est dans des situations de stress et aussi quand il est dans des situations d'émotions positives, n'est-ce pas? Car la dysrégulation peut être également causée par des émotions positives. Mais quand on n'a pas eu de base sécure, le système nerveux n'a pas appris à se réguler lui-même. Et ensuite, au fil du développement du bébé qui commence ensuite à marcher, quand il y a eu une base sécure, l'enfant peut quitter cette base sécure car il l'a intériorisée et il sait que s'il a des ennuis, il peut toujours retrouver cette base sécure. Et ce que nous savons également, c'est que pour beaucoup de nos patients, cette base sécure n'a pas été intériorisée, n'est-ce pas? Et donc, il est très difficile de quitter la personne qui s'occupe de nous et cela nous crée beaucoup de perturbations étant donné qu'on n'a pas intériorisé le donneur de soins et on peut entrer dans une grande dysrégulation. Et bien sûr, c'est ce que nous voyons dans nos contextes thérapeutiques, quand nous allons en vacances ou quand nous sommes en retard ou quand nous devons terminer la séance, étant donné que beaucoup de nos patients nous ont intériorisé, nous, parce qu'ils n'avaient jamais pu intérioriser de base sécure. Cela peut être des situations extrêmement très stressantes pour nos patientes et patients. Et donc, avec beaucoup de patientes et patients, au départ, nous commençons avec un système nerveux dysrégulé qui n'a pas été capable de pleinement atteindre sa capacité de régulation émotionnelle optimale et de co-régulation non plus, étant donné l'absence de cette base sécure. Et ensuite, une fois que l'individu fait des expériences de traumatisme avec un T minuscule ou avec un T majuscule, on va aborder ces deux catégories dans un instant. Les traumatismes avec un T minuscule, comme vous le savez sûrement, c'est la violence émotionnelle. Par exemple, dire à quelqu'un, toi t'es nul, t'es pas bien, ce que tu arriveras jamais à rien, tu ne comptes pas, ou je regrette que tu sois né, ou tu as été la pire erreur de ma vie.
Eh bien, ça, c'est ce qu'on peut appeler l'agression ou l'abus ou la maltraitance émotionnelle, la violence émotionnelle. Et si on entend cela déjà une fois, c'est déjà horrible, mais si cela est répétitif, alors ça va vraiment avoir un impact sur le sentiment d'identité de la personne et sa perception de lui-même. Et souvent, cela va engendrer énormément de honte, n'est-ce pas? On a envie de se cacher, on a envie de disparaître, on a le sentiment d'être une personne affreuse et, vous savez, de ne pas être digne de quoi que ce soit, de ne pas être digne d'avoir des sentiments positifs, ne pas être digne, ne pas mériter des relations positives. Et cela peut avoir pour effet que l'individu va vraiment souffrir tout au long de sa vie. Donc ça, c'est une forme de traumatisme. Alors, je dois ajouter ici que par rapport au diagnostic de stress post-traumatique, cela ne compte pas comme un événement traumatique. C'est plutôt ce qu'on appelle violence émotionnelle ou maltraitance émotionnelle, mais cela ne satisfait pas les critères nécessaires pour diagnostiquer un état de stress post-traumatique. Et ensuite, bien sûr, il y a les traumatismes avec T majuscule. Et souvent, on en parle, et on en parle souvent d'ailleurs, ça peut être par exemple de la violence physique ou des agressions sexuelles, des violences sexuelles, et la personne, et dans ces cas-là, l'intégrité de la personne a été vraiment menacée. À nouveau, si ça se passe dans un contexte interpersonnel, n'est-ce pas? Le traumatisme est bien plus profond dans ses effets dans ces cas-là, par comparaison au moment où les traumatismes ne se passent pas dans un cadre interpersonnel. Donc ici, nous voyons que la base de l'attachement est vraiment importante et ensuite, on peut vivre des traumatismes avec un T minuscule et d'autres traumatismes avec un T majuscule. Et il nous faut vraiment examiner la combinaison de ces trois facteurs. Mais ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de très important que nous oublions souvent, c'est le contexte au sein duquel s'est produit le traumatisme. Et ça, nous le voyons constamment en tant que cliniciens. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pose constamment en tant que clinicien, n'est-ce pas? Une des questions clés ici, à mon avis, quand on fait un entretien portant sur le traumatisme, c'est de demander à la personne, est-ce que quand vous aviez des moments de stress ou d'insécurité, y avait-il autour de vous une personne vers laquelle vous pouviez vous tourner? Et ça, souvent, c'est une question fondamentale parce que cela peut équilibrer et contrecarrer dans un sens les expériences traumatiques. Nous savons tous en tant que cliniciennes et cliniciens que si nos patients ont eu une personne avec laquelle ils pouvaient se sentir en sécurité, que ce soit un voisin, une voisine, un ami, un oncle, un cousin, une cousine, un enseignant, une enseignante, n'importe qui avec lequel la personne se sentait en sécurité, eh bien, ce système nerveux-là, cette personne-là, cet individu aura un grand avantage. En revanche, quand on nous dit non, en fait, il y avait personne, je pouvais me tourner vers personne, ces individus-là, bien sûr, peuvent quand même se rétablir, mais le chemin du rétablissement sera beaucoup plus compliqué, mais cela dit, tout à fait faisable quand même. Donc, je pense qu'il nous faut comprendre l'attachement déjà, il nous faut comprendre les traumatismes avec un T minuscule ou majuscule, et il nous faut comprendre le contexte. Est-ce qu'il y avait une personne avec qui la personne se sentait en sécurité et qui pouvait lui servir de ressource quand l'individu avait besoin de soutien?